Yeah, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down till I burn out. I just wanna live fast, I don't wanna look back and say I could've done more than I did now. Sometimes it can be hard, yeah, it can be hard, yeah, it can be hard when you grow up. People fill you with doubt, you start thinking about what you're gonna do now. But we only got one chance and got one life to live. And it's do or die, gotta make it count, so lose your worries. Let your problems go on until my whole body burns out. I ain't never gonna slow down. I ain't never gonna slow down. I ain't never gonna slow down. I don't wanna waste time, I don't wanna waste time, I don't wanna waste time on fake friends. I just wanna get high, I just wanna get high, I just wanna get higher. Sometimes people will try to hold you back from being who you want to. Don't be questioning why, do whatever feels right, find your passion and fight. Cause we only got one chance and got one life to live. And it's do or die, gotta make it count, so lose your worries. Let your problems go on until my whole body burns out. I ain't never gonna slow down. Hello c'est Risette. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Déjà avant même de commencer ce vlog, je voulais vous remercier pour le boost de motivation que vous m'avez envoyé lors du dernier vlog que j'ai publié, où je vous mettais en avant du coup un petit peu, pas mes doutes, mais les complexes que j'avais pu développer en étant beaucoup trop exposée aux réseaux sociaux, etc. Et en fait, vous m'avez vraiment réconforté à ce niveau-là et vous êtes vraiment magique. Donc, merci beaucoup, 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 beaucoup. Donc, on démarre ce vlog d'une manière un peu bizarre quand même parce qu'il neige. Il neige, on est le 1er avril et il neige... il fait pas semblant de neiger, genre il neige vraiment quoi, il neige comme si c'est Noël quoi. Et bon bref, donc aujourd'hui ma journée n'est pas extraordinaire on va dire, mais je vais à un événement, je suis invitée à un brunch, un événement brunch présentation de produits d'une marque qui s'appelle Laboratoire Château Rouge, qui est donc une marque pour prendre soin, une marque de soins du corps de la peau pour les peaux noires. Et évidemment que c'est une marque qui prône la beauté de la peau noire et qui donc, malgré son nom qui pourrait évoquer un peu le type de nom de produit qui utilise de l'hydroquinone ou ce genre de trucs éclaircissants, etc., non, n'en a pas du tout. Enfin voilà, il lutte complètement contre et au contraire est présent du coup dans des pharmacies et dans les magasins pour pouvoir proposer une offre sécurisée de très bons produits, etc. Pour les peaux noires. J'ai trouvé ça hyper cool. Du coup, ils m'ont invité à leur brunch. Je dis jamais non pour aller manger. Donc, du coup, j'ai dit oui. Je vous emmène avec moi pour pouvoir découvrir. Vous découvrirez les produits, hein, la marque. C'est absolument pas un partenariat. Je vous emmène parce que je trouve ça sympa. Qu'il se passe un petit peu des trucs des fois un peu dans mes vlogs, que je sorte de la maison. Donc je me suis dit que c'était un jour parfait pour vous emmener. Ce soir je dîne avec ma soeur Camille, je suis trop contente. On va dans un restaurant apparemment qu'elle a ultra kiffé avec une de ses copines. Donc du coup on y retourne parce qu'elle va me le faire découvrir. Donc je vous emmènerai également. Et un peu surprise / coup de stress pour moi. Mais bon, je suis sûre qu'il n'y a rien, mais bon, il y a une partie de moi truc. En gros, hier soir à 19h40, je reçois un mail de la maîtresse de Baby Cerise
qui m'envoie un mail en me disant qu'elle aimerait bien s'entretenir avec moi à propos de Baby Cerise. Cette semaine, on était jeudi, aujourd'hui on est vendredi, je me suis dit, qu'est-ce qui nécessite une rencontre à ce point urgente? Bon, ça m'a évidemment fait flipper. Après, je me suis dit que Baby Cerise n'a aucun problème de comportement, n'a aucun... Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Son père également a reçu le mail. Donc, bon, on s'est interrogé un petit peu. Je lui ai envoyé un message, je lui ai répondu en lui demandant, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Parce que, bon, bah, quand même, hein, j'étais stressée, quand même. Et elle m'a répondu que non, absolument pas. Et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas discuter comme ça devant le portail. Ok. Donc, du coup, j'ai rendez-vous à 16h15 tout à l'heure. Avec la maîtresse. Donc, je sais pas... à propos de quoi, mais donc en tout cas à propos de Baby Cerise, on verra. Donc voilà, donc j'en profite pour me maquiller vite fait. D'habitude je vous parle après le maquillage, mais en fait j'ai peur de ne pas pouvoir vous parler avant de partir, de ne pas avoir le temps. En fait comme il neige sérieusement, normalement je voulais y aller moi-même avec ma voiture, mais je suis fatiguée en fait, genre j'ai enchaîné la varicelle de Baby Cerise. Une semaine assez remplie en termes de création de contenu, partenariat, présence à des événements, etc. Donc, je suis claquée. Et donc, fatiguée plus neige, ça pas un bon combo pour conduire. J'ai pas du tout envie de prendre de risques. Donc, du coup, je vais y aller en Uber. En plus, comme ça, j'arrive directement devant l'adresse. Je ne suis pas obligée d'aller chercher un parking et ensuite marcher sous la neige en avril. Marcher sous la neige en avril, quoi. Bref. En étant sûre de pouvoir discuter avec vous, puisque dans le Uber, je ne suis quand même pas assez à l'aise pour discuter face à ma caméra, alors que quelqu'un me conduit, vous voyez. Donc, comme d'habitude, on fait un petit talk de quoi on va parler aujourd'hui. Alors, je voulais parler avec vous de l'anxiété sociale. J'ai proposé sur Insta d'en faire un petit talk, d'en faire un live même pendant ce week-end. Donc, on voit toute ma vie là. D'en faire un live ce week-end. Donc, du coup, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée déjà de l'aborder avec vous ici, puisque le live aura eu lieu hier pour vous, soit demain pour moi. Et en fait, du coup, pour parler de l'anxiété sociale, qu'est-ce que c'est est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent, même si chaque personne qui souffre d'anxiété sociale a l'impression d'être la seule concernée, et de ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'était beaucoup plus répandu qu'on voulait bien le dire et le croire. Donc en fait, qu'est-ce que c'est l'anxiété sociale? Et pendant ce temps, je me maquille en même temps. Je fais en sorte que vous puissiez me voir. Alors, l'anxiété sociale, c'est donc une peur des interactions sociales et des situations sociales qui est surtout basée sur le fait qu'on a l'impression que la totalité des personnes nous jugent négativement, vont se moquer de nous et qu'on va se retrouver surtout dans une situation de honte ou d'embarrassement que l'on n'aura pas forcément désiré. Je pense qu'on ne le veut jamais, mais donc voilà. Sauf que c'est paralysant, c'est vraiment une peur. C'est pas juste de se dire « Ah, j'espère que je vais pas avoir la honte, etc. » C'est que c'est une situation de peur, mais qui est surtout en rapport avec les autres et dans des situations pas forcément, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément de la timidité, ce n'est pas uniquement par exemple quand on se retrouve face à un public, c'est pas ça. L'anxiété sociale, c'est partout et tout le temps, avec n'importe quelle interaction sociale que l'on ne considère pas comme safe. Donc, je m'explique, par exemple. Et donc, du coup, c'est aussi mettre en place des mécanismes pour essayer de prévenir des interactions sociales, essayer de prévenir une chose mauvaise qui va se passer. Je vous donne un exemple, et c'est du coup, l'anxiété sociale est épuisante au quotidien. C'est de penser à énormément de choses auxquelles les gens qui n'ont pas d'anxiété sociale ne pensent pas au quotidien. Donc c'est par exemple avoir l'impression que tout le monde nous regarde en permanence, que chacun de nos gestes sont épiés et regardés.
pas de la paranoïa, c'est on considère qu'on fait les trucs tellement de traviole que du coup les gens vont nous regarder. Donc je vous donne une idée, par exemple, avant de sortir de chez moi, par exemple, avant d'avoir le permis, je vais penser à où est-ce que je vais ranger mes clés dans mon sac, par exemple, pour pas que ça fasse du bruit dans le bus, par exemple, et qu'on se dise c'est quoi ce bruit, truc, et que les gens se mettent à me regarder, par exemple, parce que mes poches font du bruit, de trucs, ou alors de se dire que je mets pas mes clés dans mes poches, parce que du coup, quand je vais sortir mon téléphone, mes clés vont pouvoir tomber par terre dans le bus. Ensuite, du coup, avec le mouvement du bus, mes clés vont aller loin. Du coup, moi, je vais être obligée de courir après mes clés. C'est de se mettre à penser à tout ça et de se dire, ok, donc non, je veux pas, je vais mettre ma clé plutôt ici. Donc, je sais pas si vous voyez l'espace mental que ça prend, juste par exemple de savoir où est-ce qu'on va ranger ses clés le matin après avoir fermé sa porte. De se dire que je ne vais pas mettre telle chaussure, mais plutôt telle chaussure parce qu'après, je vais peut-être marcher de manière fatiguée si je porte des talons, ou alors je pourrais peut-être trébucher, ou alors, je sais pas moi, c'est de ne pas pouvoir porter tel type de chaussures parce que ces chaussures font couiner et qu'ensuite elles font du bruit et donc du coup on va m'entendre et tout le monde va se retourner quand je vais marcher avec ce type de chaussures. C'est de se dire, ok, en sortant, par exemple, moi je me rappelle quand je sortais du parking pour rentrer dans le building de mon bureau, je préparais mon badge. En sortant de la voiture, je le gardais dans la main parce que je ne voulais pas arriver devant les portes automatiques pour accéder aux ascenseurs et de me mettre, en fait, arriver devant les tourniquets et de me mettre à chercher dans mon sac mon badge en me disant que j'allais gêner les personnes derrière et donc créer une interaction sociale que j'ai pas forcément envie d'avoir et que donc du coup les personnes vont se dire et tout. Et donc en fait, on n'a pas forcément envie de l'avoir parce que du coup ça génère énormément de honte et de pression ou de stress en fait chez nous. Donc du coup, en prévision de ça, en sortant de la voiture, je prends mon badge que je garde dans ma main. Mais donc je veux me dire, je vais pas garder mon badge comme ça dans la main parce que du coup je vais sortir du parking et les gens vont me voir marcher comme ça avec mon badge. Ils vont se dire, mais elle est complètement timbrée celle-là de marcher avec son badge comme ça. On dirait, voilà. Tout ça c'est ce que je me dis. Hein. Donc du coup, je le mets dans ma poche. Je mets mon badge dans ma poche, mais je le tiens. Mais en faisant en sorte d'avoir une attitude quand même naturelle, parce que sinon les gens vont se dire que peut-être que tiens, c'est une arme. Voilà, c'est ce que je veux vous dire en fait de ce que c'est l'anxiété sociale. Ça peut être drôle à raconter comme ça, mais ce sont vraiment des vrais processus de pensée qui peuvent avoir lieu. On va être en panique suite interne en plus à cette interaction. Et surtout, ensuite, ça va complètement nous vider. Voilà, on ne va penser qu'à ça pendant des heures, c'est-à-dire qu'on sera au bureau en train de se dire putain, devant l'ascenseur, les gens, j'ai gêné les gens devant l'ascenseur. Et toute la journée, juste le soir, jusqu'au soir dans le lit, quand on va se coucher comme ça, on va être allongé, on va se dire putain, tu te rappelles quand on a gêné les gens et tout, et ils sont passés à côté et tout, horrible. Et ça peut durer plusieurs jours comme ça, c'est-à-dire que de manière complètement aléatoire, on sera en train de se laver et tout d'un coup, on va se rappeler les gens qui font devant l'ascenseur et genre ça va me faire c'était horrible ce jour-là. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre en place des modes d'évitement de cette situation sociale, de cette interaction sociale qui a lieu et qui nous a stressés. Voilà, donc c'était un peu pour vous expliquer un peu en quoi ça consiste, mais c'est à tous les niveaux. Et par exemple, c'est en quoi c'est différent de la timidité, c'est-à-dire qu'on peut être de très très bons orateurs. Parce que à ça s'ajoute le contrôle. Si on contrôle parfaitement la situation et qu'on en a analysé les tenants et les aboutissants et qu'on a un parfait contrôle total de la situation, tout se passe très bien. Je m'explique. Si par exemple on doit faire un exposé, si on nous l'a dit suffisamment à l'avance et que donc du coup on est préparé, on a bossé à la perfection notre exposé, on connaît les tenants et les aboutissants, on a imaginé toutes les questions possibles et imaginables, on a répondu au préalable à toutes les questions possibles et imaginables dans notre tête, on s'est imaginé, on a su combien il y avait de personnes qui étaient là, où serait positionné le prof ou l'intervenant, où est-ce qu'on serait positionné nous, où on va se tenir sur la scène, est-ce que ce sera une télécommande où il faudra actionner sur l'ordinateur. Et lorsqu'on a toute la parfaite maîtrise totale de la situation dans laquelle nous allons nous trouver, on excelle. Et là on se dit, mais t'étais hyper à l'aise à l'oral. Oui, il n'y a pas de problème, je maîtrisais tout ce qui se passait, donc je n'avais pas mon anxiété sociale ne s'est pas forcément manifestée. Mais je vous explique par exemple,
Ça, on peut être très bon à l'oral parce qu'on est tout seul, parce qu'on maîtrise la situation et parce que tout ce qui s'y passe, on l'a vraiment calibré à la virgule près. Mais imaginons que pendant qu'on fait cet exposé, là, qu'on maîtrise parfaitement et avec lequel on est suffisamment à l'aise, quelqu'un se lève et sort de la salle. Voilà, je vous donne quelque chose, c'est un truc un peu disruptif qui peut avoir lieu. Quelqu'un se lève et sort de la salle, ça peut complètement nous perturber parce qu'on ne l'avait pas prévu. Ou alors, au milieu avant de commencer l'exposé, par exemple, le prof dit à la salle, vous pouvez l'interrompre quand vous voulez si vous avez des questions. C'est absolument pas quelque chose qu'on avait prévu. Donc, du coup, ça nous remet dans une situation en fait, de stress et donc de non-contrôle. Et là, ça peut régénérer du stress. C'est pour vous montrer un petit peu les nuances qui peuvent avoir lieu dans l'anxiété sociale. Et c'est pour ça que, à partir d'une certaine maîtrise des situations, donc ça veut dire que moi, quand j'étais un petit peu plus jeune, le fait d'aller au restaurant et de potentiellement devoir demander de l'eau générait chez moi du stress. Mais aujourd'hui, à l'heure où je suis, à l'âge que j'ai suffisamment demandé de l'eau au restaurant pour savoir toutes les possibilités de situations et de réactions qui peuvent avoir lieu. Et donc, ça ne génère pas de stress chez moi. Donc, je suis parfaitement à l'aise. Je peux même faire une petite blague au serveur. Il n'y aura pas de souci. Sans rentrer trop dans les détails de tout ça, je voulais juste parler avec vous de moi, ce que j'ai mis en place pour pouvoir gérer cette anxiété sociale dont je souffre toujours aujourd'hui. C'est effectivement, moi, j'ai mis en place tout simplement des stratégies d'évitement. Lors de ma première thérapie, ma thérapeute m'avait dit qu'il fallait que je lutte contre mon anxiété sociale. Attendez, juste un instant. Donc, lors de ma première thérapie, ma thérapeute m'avait dit qu'il fallait que je lutte contre mon anxiété sociale, qu'il fallait que je reprenne du terrain au niveau de la liberté que je pouvais avoir dans la vie, etc. Et ma deuxième thérapeute avait un avis complètement différent, puisqu'elle gérait plus tout ce qui est en rapport avec les traumas, etc. Et considérait que l'anxiété sociale et les stratégies d'évitement étaient des méthodes de survie que la personne mettait en place pour pouvoir vivre. Et donc, du coup, elle n'était pas du tout contre les stratégies d'évitement. Au contraire, elle les encourageait et considère que c'est une manière, comme une autre, de pouvoir essayer de vivre au quotidien normalement. On est d'accord? Donc du coup, moi, je suis complètement à l'aise avec mes stratégies d'évitement qui consistent finalement à ne pas m'exposer trop. C'est-à-dire que quand je considère que ma batterie sociale n'est pas remplie, je ne vais pas aux événements ou dans les situations où je vais me retrouver avec une anxiété sociale beaucoup trop élevée, avec une anxiété qui ne sera pas gérée et gérable. Je vous dis ça, mais oui, c'est parce que j'ai la possibilité, moi, de ne pas pouvoir, de pouvoir choisir finalement les situations dans lesquelles je me trouve, mais également lorsque j'étais étudiante, il m'arrivait en fait d'arriver devant la porte de chez moi, d'être devant la porte de chez moi et de ne pas pouvoir sortir parce que complètement paralysée par la masse de choses que je vais devoir gérer dans la journée, la masse d'interactions sociales non désirées ou subies. Et je vous parle de ça, c'est pas forcément au bureau, hein, ça va être même dans les transports en commun, dans tout ça était, il y a des jours où c'était vraiment trop. Et c'est pour ça que je vous dis que vraiment, j'en étais victime. C'est pas un truc que je vivais comme ça et qu'aujourd'hui, je me paie le luxe de pouvoir avoir. C'est-à-dire que vraiment, ça a pu m'handicaper au quotidien. C'est dans des séminaires d'entreprise de trouver des excuses, de pouvoir faire même pratiquement du psychosomatique où du coup, je me mets pratiquement psychologiquement mal. C'est-à-dire que je vais avoir vraiment mal à la tête, vraiment mal au ventre et qui nécessite finalement de m'extraire rapidement de la situation dans laquelle je me trouve. Donc, c'est-à-dire que j'en ai vraiment été victime. C'est pas pour rire, quoi. C'est pas aujourd'hui où je me dis non, je peux ne pas aller à un event, etc. Il n'y a pas vraiment de fin à ce talk dans le sens où je n'ai pas de solution aujourd'hui pour vous dire, eh ben voilà, aujourd'hui j'en suis guérie. Non, pas du tout. J'en suis pas guérie, j'apprends à vivre avec, voilà, au quotidien. J'apprends à être bienveillante avec moi-même. J'apprends à ne pas tout accepter, j'apprends parfois à lutter contre. De la même manière, ma psy m'a donné des phrases à me répéter. Ce n'est que dans ta tête, les gens ne te regardent pas. Toi, tu ne regardes pas les gens, donc les gens ne te regardent pas.
ce n'est pas vrai, ce n'est pas une situation qui est réelle, ce n'est pas une situation qui est réelle. Tout le monde a déjà oublié. Voilà, ce genre de choses en fait que je peux me répéter au quotidien et de me dire que moi, je continue à 23 h à penser au fait que j'ai agacé des gens dans l'ascenseur, mais eux, à 23 h ne pensent absolument pas à la personne devant l'ascenseur qui les a empêchés de monter 30 secondes plus tôt à leur étage. Voilà, c'est vraiment de pouvoir me répéter ça au quotidien, de me dire que c'est vraiment dans ma tête, que ce sont des choses auxquelles je pense, mais auxquelles les autres ne pensent pas, et qu'il faut que je garde en tête que je suis seule à y penser. Et voilà, je ne sais pas si vous êtes aussi concerné par l'anxiété sociale et comment ça peut être parfois très 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 dur au quotidien, comment ça peut aussi générer des crises de panique. J'ai pas trop parlé de ça parce qu'il est déjà l'heure et que je vais bientôt y aller, mais effectivement oui, j'en ai beaucoup moins. Je pense que parce que du coup je suis moins confrontée au monde extérieur. Effectivement, avant j'en avais très souvent. Mes crises de panique sont assez impressionnantes. Je me gratte tout le corps. J'ai besoin de me retrouver dans du chaud. Donc, je m'enferme dans ma couette, etc. Je peux être complètement paralysée, me mettre à pleurer. Je rentre dans ma voiture et je vais me gratter vraiment tout le corps. Pleurer. J'aurai des images parasites qui vont arriver. Donc, en fait, je vais penser à des trucs vraiment horribles pour moi. Donc moi, mes triggers, je sais que aussi il faut pouvoir aussi d'une certaine manière identifier ces triggers. Donc il y a des choses qui vous font basculer dans la crise de panique. Moi, je sais que par exemple, l'humidité, la saleté, les coins des choses, les sols, le froid, tout ça, voilà, ce sont des choses qui en fait peuvent vraiment faciliter les crises de panique. Donc, du coup, je sais que par exemple, s'il y a il peut pleuvoir, je ne vais pas mettre des chaussures où je sais que potentiellement mes chevilles vont avoir froid ou vont être exposées au froid. Donc, par exemple, je ne vais pas mettre de jean ou qui laisse entrevoir ma cheville ou de pantalon où j'aurai ma cheville apparente, vous voyez, et que peut-être des petites gouttes vont me toucher mes pieds, etc. Ce sont des trucs tout anodins, mais qui peuvent vraiment, moi, me déclencher. Donc, du coup, je fais vraiment attention à ça. Et pour mes crises de panique, voilà, je sais que par exemple, au début, j'en avais beaucoup honte. En fait, j'avais besoin de toucher des choses sèches et sans absolument aucun gramme d'eau. Donc, par exemple, j'enfonçais mes mains dans la farine. Pendant longtemps, j'avais honte de ça parce que je me disais que je suis folle, en fait, tout simplement. Et en fait, en parlant en thérapie, en fait, je ne suis absolument pas la seule à faire ça. La farine, le riz, le couscous, de rentrer ses mains dedans et en fait de toucher quelque chose de entièrement sec, réconfortant, doux et blanc, voilà. Ce sont des choses qui aident et que c'est pas... Moi, j'ai trouvé cette technique-là, mais c'est quelque chose qui peut être totalement OK. Et que apparemment il y a même des personnes qui ont besoin même de la manger. Donc en fait moi j'ai juste besoin de plonger mes mains dans un paquet de farine. En tout cas quand je faisais très grosse crise de panique, c'était comme ça que j'avais réussi à pouvoir faire tomber en fait d'un coup à minima la crise de panique. Mais je sais qu'apparemment il y a aussi des personnes qui peuvent l'ingérer et que en fait d'avoir la bouche emplie de quelque chose de très sec, ça peut leur faire du bien. Je sais que moi aussi je regardais par exemple beaucoup d'ASMR chalk, donc ça veut dire avec de la craie, donc quelqu'un qui écrasait de la craie et en fait d'écraser de quelque chose de très sec et de absolument sans eau, ça me faisait également du bien. Et surtout essayer d'avoir une image encre, donc ça veut dire moi j'avais beaucoup d'images parasites, donc des trucs assez horribles qui m'apparaissaient et donc du coup j'ai l'impression d'être envahie même psychologiquement par des choses qui me font peur. Donc du coup il faut avoir une image encre, quelque chose qui vous ramène un petit peu à la surface, je vais dire, et qui vous empêche de dériver psychologiquement. Donc, moi, je ne vais pas vous donner mon image encre, mais du coup, c'est de s'y accrocher, de pouvoir essayer au maximum de garder mentalement cette image en tête pour éviter en fait toutes les images parasites. J'avais pas de message parasite dans ma tête, ça veut dire que je n'avais pas de paroles qui pouvaient me dire fais ci, fais ça, etc. ou une sorte d'assourdissement psychologique, mais apparemment aussi ça peut avoir lieu lors d'une crise de panique. Et surtout moi, ce qui
qui n'a jamais fonctionné, c'est de se laisser emplir par la crise de panique. Donc, apparemment, plus on lutte contre la crise de panique, plus elle devient énorme et qu'il faut, en fait, finalement, laisser traverser la crise de panique. Donc, en fait, finalement, la vivre pleinement et qu'elle finit par partir. Moi, ça n'a jamais fonctionné avec moi parce qu'en fait, ça fait que juste la crise de panique dure beaucoup plus longtemps et que donc du coup moi d'avoir mis en place ces petites techniques là, ça me permet en fait finalement de la condenser. Je sais aussi maintenant quand je sens que ça va arriver. Souvent c'est les images en fait qui commencent à arriver, etc. Et du coup mon image ancre à laquelle je m'accroche. Et aussi de la respiration, de respirer, voilà, par exemple, ou de prendre une position qui vous fait du bien. Par exemple, moi, c'est la position fétale. Voilà, donc ça peut être vraiment... ce sont vraiment les corrélaires, finalement, de l'anxiété sociale qui ne sont pas du tout drôles et qui, du coup, n'ont rien à voir avec la timidité. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui se passe au niveau psychologique et qui n'est pas facile à gérer parce que... on a l'impression que personne ne comprend ou que personne ne vit ce qu'on traverse au moment où on le traverse. Souvent, c'est extrêmement douloureux, difficile à expliquer, de dire que finalement, des toutes petites interactions sociales du quotidien peuvent devenir des épreuves. En tout cas, moi, je le vis, je l'ai vécu de manière très intense et aujourd'hui, j'arrive à pouvoir dealer avec. Et pourquoi je vous dis tout ça au final, c'est que j'ai... eu beaucoup d'événements cette semaine où du coup j'ai été exposée à beaucoup d'interactions sociales et aujourd'hui c'était assez difficile pour moi de me dire ok j'y vais à cet event, etc. Je sais, par exemple, il y a des choses qui peuvent vous aider. Enfin, je suis obligée d'y aller à cet event parce que je me suis engagée et que ça m'intéresse et que finalement c'est mon taf en fait finalement. Mais je sais que par exemple il y aura Laurent Safou à cet événement, elle vient, on s'est parlé, etc. Donc c'est une motivation de me dire qu'il y a quelqu'un de safe qui y sera, quelqu'un de safe auquel je pourrais m'accrocher. Donc ce sont des petites motivations et des petites ancres en fait dans le quotidien que vous pouvez mettre en place et voilà, en tout cas, je ne sais pas si ça vous a beaucoup aidé, on peut en discuter en commentaire, vraiment avec grand plaisir. Et surtout, n'hésitez pas, je le redis à chaque fois, mais n'hésitez pas à consulter un psychologue et ou tout du moins un spécialiste, un professionnel, si c'est quelque chose qui vous handicape au quotidien, quelque chose qui est hyper difficile. Moi, ça m'a énormément aidé, ça m'a donné des clés, ça m'a donné des manières de pouvoir le gérer et de pouvoir le comprendre et de comprendre également quels sont mes triggers, qu'est-ce qui me déclenche, etc. À quoi c'est dû. Il y a aussi parfois, il y a un aspect originel aussi, c'est-à-dire que ça peut être... On peut avoir de l'anxiété sociale parce qu'il y a eu un point quelque part qui a généré ça dans l'enfance et pouvoir aussi l'identifier, c'est pouvoir guérir. Donc voilà, de la même manière, je le répète, la santé mentale, c'est hyper important. C'est au-delà, c'est vraiment psychologique, donc c'est médical. Donc ce n'est pas... c'est-à-dire que ce n'est pas forcément les amis, les parents, la famille, la religion qui peut vous aider, c'est vraiment un acte médical de prendre soin de soi et ce n'est absolument pas honteux que de prendre soin de soi au niveau mental. Au contraire, je pense que c'est de faire preuve de force et faire preuve d'un grand courage que de vouloir prendre soin de soi psychologiquement. Je vous le redis également, vous pouvez me contacter sur Instagram pour me demander la liste des psychologues noirs que j'ai à disposition du collectif Psy Noir. J'ai également parlé de ça en vidéo si vous voulez savoir à quoi ressemble un peu une séance de psy, etc. Et puis voilà. Vraiment, n'hésitez pas à m'écrire pour en discuter, en parler aussi également autour de vous et de savoir surtout que vous n'êtes pas seul à éprouver de l'anxiété sociale. C'est parfaitement normal et répandu et que courage. Let's go. Pour moi, mon interaction sociale. Let's go.
Alors, tant mieux, hein, mais le Uber, il avait un diffuseur d'huile essentielle, essentielle. Il avait un masque, il était blindé contre les microbes. Et je trouve ça bien, tant mieux, comme ça on prend pas de risques, etc. Parce que le coronavirus n'est pas du tout parti, etc. Mais en fait, j'ai pas trop mangé que ça parce que c'était un buffet sucré et que bon, moi je suis pas trop bouche sucrée, surtout à midi. En fait, moi j'avais envie de trucs salés et donc bon, bref, et donc j'ai pas trop mangé. Et en fait, se prendre autant de vapeur d'huile essentielle, menthe, poivrée et compagnie, dans la figure, moi ça m'a tourné le ventre. En plus, du coup, vu que j'ai publié les stories de l'événement auquel j'étais allée, j'avais les yeux fixés sur l'écran. Bref, j'ai un petit peu la nausée, un peu façon. Ce soir, je mange avec Camille au resto, donc du coup, là, je voulais me faire un truc un peu genre comme des pâtes ou un truc comme ça. Mais vu que je mange au resto et que je compte me faire plaisir, je veux pas faire 2 repas chargés proches l'un de l'autre. Donc du coup, je pense que hier, je m'étais fait en avance des haricots verts. Donc je pense que je vais manger les haricots verts et je vais un petit peu me reposer. J'ai besoin de poser un petit peu ma tête. J'ai assez mal à la tête. C'était trop bien, en tout cas, de l'event. Et du coup, j'ai rencontré la personne qui a organisé l'événement. Qui travaille au niveau de la communication pour la marque. Adorable, hyper gentille. Une femme noire d'origine tchadienne, tellement adorable et tout. On a bien discuté. Du coup, j'ai retrouvé également Laura. Et ça m'a fait beaucoup de bien de parler, de discuter et finalement de me retrouver entourée de personnes safe. Bref, c'était super cool. Et voilà, du coup, je vais me faire manger, mais je vais me reposer un petit peu avant d'aller. Donc, je vais voir la maîtresse de Baby Cerise, voir un peu de... Alors, on se situe 3 jours après le début du vlog. Je n'ai pas fini le vlog précédent après mon rendez-vous avec la maîtresse de Baby Cerise parce que j'étais pas bien, en fait, tout simplement. Ça s'est pas super bien passé moi de mon côté. Je vais pas en dire plus parce que voilà, mais rien de grave par rapport à Baby Cerise, mais il y a des maîtresses qui outrepassent un petit peu leur rôle de maîtresse pour s'imaginer être des assistantes sociales, visiblement. Et du coup, ça m'a littéralement gavée. Et en fait, j'ai complètement abandonné mon vlog parce que ça m'avait vraiment pourri le moral. Entre-temps, j'ai remédié à la situation, j'ai pris les dispositions qu'il fallait et voilà. Et également, je me suis retrouvée dans un dilemme dans lequel je ne me retrouve plus souvent, mais ça m'a... C'est que j'ai été donc au restaurant comme prévu avec ma soeur Camille. Seulement, en fait, je voulais plus profiter du moment que l'enregistrer, le filmer. Ça me prend de l'espace mental que de vlogger, hein, concrètement. Et donc, en fait, typiquement au restaurant, c'est de penser à ce qu'à chaque fois qu'un plat arrive ou à chaque fois qu'on partage un moment, de le filmer. Et tout simplement, j'avais pas trop envie en fait. Sur le moment,
je pense que la séquence avec la maîtresse a fait une sorte d'un peu de basculement dans ma manière de... Enfin, voilà, dans mon vlog, tout simplement. Et voilà, et... après, du coup, j'ai vu un peu la flemme. J'avais vraiment envie juste de profiter de ma soeur. Mais j'ai pris quelques stories. Du coup, je vous les affiche là. On a mangé au Blue Bao, qui est donc un restaurant chinois traditionnel hyper bon. Vraiment hyper bon, moderne et tout, à Paris. Juste génial. Ce qu'on a beaucoup aimé, c'est qu'ils servent assez tard, parce qu'on était partis assez tard. Et donc, ils servent jusqu'à 23h, je crois. Et le resto est ouvert jusqu'à 1h30 du matin. Donc ça, c'est vraiment cool. On a passé un super moment. Alors, comme je vous avais dit, je voulais vous parler de séries. J'ai regardé une série sur Netflix que j'ai adorée. Alors, vous savez que moi, j'aime beaucoup les séries françaises lorsqu'elles sont bien faites et bien écrites. Et j'avais été littéralement une fan inconditionnelle de 10%. Mais notamment les saisons écrites par Fanny Herrero. Voilà. Et donc, en fait, quand j'ai su que Fanny Herrero avait écrit une nouvelle série pour Netflix, et en l'occurrence, une série qui est juste géniale sur l'univers du stand-up, je me suis dit qu'il fallait absolument que je la regarde. Et bien m'en a pris parce qu'elle est géniale. Alors, la série s'appelle Drôle, tout simplement. Et c'est donc, comme je vous l'ai dit, une série sur l'univers du stand-up. Moi, j'adore le stand-up, j'adore regarder des humoristes du monde entier. Netflix a un type de programme qui s'appelle les specials. Et du coup, on peut découvrir des humoristes du monde entier. Donc, évidemment, il y a français, mais il y a des humoristes allemands, anglais, américains, du monde entier, et c'est vraiment super cool, d'Afrique du Sud aussi, et c'est vraiment top parce que en fait il y a différents types d'humour, il y a différentes manières de rigoler pour des différents sujets, et voilà, moi j'aime beaucoup, c'est assez spécial. Je sais par exemple mes sœurs n'aiment pas trop le stand-up, ça les fait pas, enfin regarder quelque chose pour rigoler, elles ont un petit peu du mal, et donc ne regardent pas particulièrement des humoristes, vous voyez, et elles sont assez d'ailleurs un peu difficiles. Moi, personnellement, je suis bon public, je ris un peu pour tout, voilà, j'adore plein d'humoristes différents, dans des styles complètement différents, et ça m'est déjà arrivé d'aller dans des salles de stand-up, dans des cafés, dans des comedy clubs, voilà, chercher le mot. Je suis allée dans le comedy club Madame Sarfati, qui est le comedy club de Fari, qui est super cool. Et voilà, bon bref. Et du coup, la série Drôle, je trouve est hyper bien écrite, super fine, avec des personnages vraiment hyper bien travaillés. Et en l'occurrence, j'ai raté ma sortie. Bon, c'est pas grave, je connais la route pour le truc. Ah lui, je vous ai même pas dit où je vais, là, vous me voyez dans une voiture. Je vais à mon agence. En fait, j'ai un partenariat avec Saint-Saudine, partenariat dentifrice, donc. Ils n'ont pas livré le colis chez moi, ils ont livré le colis à l'agence, donc je suis obligée d'aller chercher à l'agence. Mon agent aurait pu le ramener chez moi, mais il est super lourd, et vu que j'ai une voiture, je dis que j'allais aller le chercher, et voilà. Et cet après-midi j'ai un événement de la marque Primark, cool, parce que j'aime bien cette marque, elle est assez cool, surtout pour l'équipe. Je reviens sur ma série Drôle, et donc en fait du coup on suit des personnages qui sont hyper bien écrits. Il y a une fille noire, c'est vraiment top, c'est vraiment bien écrit. J'ai pas envie de vous en dire davantage, mais en gros on suit ces personnages là dans qu'est-ce que c'est de devenir une star ou non de stand-up, c'est quoi le monde du stand-up, comment c'est dur ou pas. Enfin voilà, et moi ça m'a beaucoup appris parce que en fait j'y connaissais absolument rien, et je trouve que c'est un milieu qui est hyper cruel en fait finalement, et voilà. Et donc bref, je vous la conseille franchement. La deuxième série que je vous conseille, c'est The Morning Show, et c'est une série Apple. Alors j'ai démarré mon abonnement Apple Plus, je n'ai pas souscrit parce qu'en fait vous avez droit à 3 mois gratuits, donc watch me souscrire pour me désabonner dans 3 mois, il n'y a pas de problème, j'ai aucun problème avec ça. Et donc The Morning Show, c'est avec les actrices Jennifer Aniston et qui joue des blondes là, comment elle s'appelle, qui joue, merde, bref, je vous mets sa photo parce que ça va pas me revenir et ça va m'énerver. Et donc c'est une série, je viens de commencer le premier épisode, je l'ai trouvé super cool,
je pense que je l'avais découvert grâce à Colline, l'influenceuse youtubeuse. Colline qui avait dit que cette série était vraiment cool et effectivement elle est hyper bien écrite. Je suis juste au premier épisode et en fait on suit tout simplement 2 journalistes dans le monde des morning show, hein, c'est-à-dire les émissions du matin, là, les émissions d'infos du matin. Et pour l'instant, je trouve que c'est une très bonne série. Je voulais vous parler d'un livre. Celles qui me suivent sur Insta savent exactement de quoi je parle. J'ai donc enfin lu en 4 jours, et ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu un livre aussi rapidement, Nos jours brûlés de Laura Nsafou. Laura Nsafou qui est devenue une de mes copines. Et ce livre est juste extraordinaire. Et je ne dis pas ça parce que c'est ma copine. Vraiment, il est vraiment hyper bien écrit. C'est un livre donc de science-fiction fantastique, à mi-chemin entre les deux, je dirais quand même. Et qui prend pour base la cosmogonie de l'Afrique de l'Ouest, avec une mythologie autour de l'Afrique de l'Ouest. Le personnage principal est une fille noire, tous les personnages sont noirs. C'est hyper bien écrit, c'est beau, il y a du suspense, il y a des larmes, il y a des rires, il y a du danger, il y a des combats. C'est un livre juste génial. Pour vous le résumer un petit peu sans vous le spoiler, on est en 2049 dans un monde où le soleil a disparu. Donc il fait perpétuellement nuit. Et Elikia, donc l'héroïne, avec sa maman, parcourt l'Afrique pour retrouver le dernier éclaireur, qui est donc... en gros, il y aurait une société secrète qui s'appelle Judu, qui a disparu, et avec tous ses habitants, et en l'occurrence, certains de ses habitants avaient pour fonction d'être des éclaireurs. Et la légende dit que un éclaireur n'est pas mort, et qu'on l'appelle donc le dernier éclaireur n'est pas mort. Et donc, elles le cherchent, toutes les deux. Donc... voilà, je vous en dis pas plus parce que je trouve que déjà j'ai pas mal résumé. C'est un récit de quête qui est juste extra. C'est un roman young adulte. C'est le premier tome d'une trilogie. Le tome 2 sort en septembre. On va attendre fort. Et ça m'a ramené vraiment dans un truc de mon adolescence où je lisais beaucoup de livres. Je lisais beaucoup de livres, tout simplement science de la science-fiction, des livres de fantastique. J'étais la seule à lire ça. Je parle pas d'Harry Potter, vraiment je lisais Les Mondes des Whelan, je lisais Bobby Pendragon, je lisais tous ces livres-là. Et j'avais l'impression vraiment d'être toute seule et je n'ai plus ressenti, mais toute seule mais passionnée. Et je n'ai plus ressenti ça pour un bouquin depuis très longtemps. Je regardais où est-ce que je devais tourner. Je sais où on est bientôt arrivé là dans 2 minutes. Je n'ai plus ressenti ça pour un bouquin depuis très longtemps. Là ces derniers temps je lisais beaucoup des livres instructifs, vous voyez, mais des livres vraiment qui font qu'on s'échappe de sa réalité et qu'on arrive à rentrer dans un monde que l'auteur a construit pour nous. Je trouve ça fantastique et c'est ce que j'ai ressenti en lisant Nos jours brûlés. De plus, il y a un vrai travail de la part de Laura Nsafou de pouvoir développer une vraie expérience de négritude dans ce livre, c'est-à-dire que tous les écueils de la littérature blanche sont absolument évités puisque Laura est noire en fait, tout simplement. C'est-à-dire on a déjà lu des livres qui se passaient en Afrique, mais il y a toujours ce regard occidental dans le roman. Et là, en l'occurrence, on sent que c'est une Africaine qui écrit un conte qui se passe, qui écrit un récit qui se passe en Afrique. Et en plus, elle est afro-caribéenne, donc en fait, le livre en plus, de manière assez... se passe à la fois en Afrique et dans la Caraïbe, et c'est juste magistral. Et on voyage à travers un livre
alors que, j'ai envie de dire, alors que... Il va se mettre là, Jean-Jacques, ou pas? Non. Alors qu'on est dans un livre de science-fiction, et on voyage quand même. Et c'est magique, c'est magique. Vraiment, il y a plein de fois, vous voyez un petit peu, je pense que vous avez certainement, certaines d'entre vous ont certainement lu Aya de Yopougon, et en fait, on lit des expressions, des trucs un peu qui nous rappellent nos oncles ou nos tantes, ou quelque chose qu'on a déjà entendu, des phrases, des mots, des expressions. Et ben, elle a réussi à pouvoir l'intégrer d'une manière hyper fine, là, dans ce livre, encore une fois, en fait. Enfin, là, et d'une manière super bien faite. Bref, tout ça pour vous dire que... il s'en va, lui, ou pas? Oui. Hey! Une nouvelle place. Elle l'a fait d'une manière hyper bien faite. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est, vous voyez, quand vous lisez un livre de science-fiction, il y a des petits éléments que l'on retrouve, vous voyez qu'il y a un petit indice dans le chapitre 3, et en fait, il trouve son explication dans le chapitre 17. Ce genre de trucs-là, il y a des trucs en suspens, il y a des trucs symboliques, il y a des trucs qui font appel à notre savoir. Il y a... C'était super bien écrit. Moi, je peux en parler pendant des heures de ce livre. J'ai été vraiment complètement fan. Vraiment, ça m'a vraiment rendu vraiment fan. Je suis vraiment fan. Et je redis un grand bravo à Laura pour son art, en fait, tout simplement, et son talent. Et si vous n'avez pas encore lu, vraiment, je vous encourage à l'acheter, au moins pour la soutenir, et aussi pour... Comment j'ai fait ma coiffure, là? Un peu bizarre, non? Et au moins pour la soutenir, et aussi pour voyager, en fait, pour découvrir peut-être d'autres styles de lecture si à la base ce n'est pas votre type de lecture. Voilà. Alors, je suis arrivée. Il pleut. Je vais donc rapidement aller récupérer mes colis à l'agence. Et puis ensuite, on va chez Primark, et ensuite on rentre. Ce soir, je monte le vlog que vous êtes en train du coup de regarder, parce que du coup je vous le publie demain, donc c'est un vlog très frais. Voilà. Bon, let's go. De retour dans la voiture, hop, j'ai pris à manger parce que vu que le truc Primark, vu que le truc Primark est à 14h, enfin alors le vent à Montparnasse, c'est un truc de ouf à cause de la tour, ça fait une sorte d'appel d'air, et voilà le vent. Vu que le truc est à 14h chez Primark, il n'y aura pas à manger, j'ai pas mangé. Du coup, je me suis pris une salade chez Eric Kaiser. C'est une boulangerie à Paris où, en toute décontraction, les salades valent 15 balles. Voilà, c'est ce qu'il y avait à côté. Et donc, c'est ce que j'ai pris. Bon, j'exagère un peu parce que j'ai pris une formule, quoi. Mais bon, dans tous les cas, c'est cher. Ça coûte cher, ce truc. Une salade, un yaourt aux graines de chia, là. Un dessert graines de chia. Et de l'eau. Bref, c'était super cool. Franchement, ça m'a fait plaisir de voir Victoria, qui est donc mon agent. Ça m'a fait super plaisir. Et voilà, on a un petit peu discuté. Bah oui. Alors, il y a un mec qui me...
il est en train de vérifier si j'ai payé mon parking. Alors que je suis dans la voiture. Bah ouais mon gars, j'ai payé. Tu peux pas me contraventionner. il a même fait l'insolence. Il a même fait. Oh merde. Like, gars, t'es payé de contraventionner. Je comprends pas en fait. Ouais, je dis, les marques, c'est toujours pas forcément fastoche de travailler avec des noirs, hein, putain. Et surtout de rémunérer les noirs. Ah oui, je voulais vous dire, j'étais trop contente d'avoir eu du coup ce live avec vous. J'étais un petit peu en panique sur le format live parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait et vous avez été tellement bienveillantes sur Instagram. Celles qui n'ont pas pu voir mon live, dont le sujet était l'anxiété sociale, mais vu que je viens d'en parler un peu plus tôt dans la vidéo, cerise. Vous pouvez le revoir du coup sur ma page Instagram. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Et du coup, vous pouvez le voir parce que je l'ai mis en replay. Donc vous pouvez regarder et c'était juste génial d'échanger avec vous. Et surtout de se rendre compte qu'on n'est pas seul en fait. C'est ça qui est super important, de se rendre compte qu'on traverse toutes plus ou moins les mêmes choses et que la souffrance qu'on peut ressentir, on n'est pas la seule à la ressentir. Et ça, c'est cool. Bon, fini de manger et on y va. Mais comment ils font pour que leur chia il soit compact? C'est peut-être du lait de vache. Même pas, c'est du lait de coco. C'est pas bon. C'est pas bon. Heureusement que j'ai vu le truc venir. Donc c'est pas bon, c'est cher et c'est pas bon. Super. J'ai vu le truc venir. Je me suis dit, le machin il aura pas de goût. C'est quoi? Prends-toi un dessert backup. Un dessert de secours. Et ben j'ai bien fait. Parce que j'ai pris un financier à Framboise. Du coup je mange ma chose. Le sucre, l'amande et le beurre. Quoi qu'on dise. Ah bah c'est pas graine de chia, hein. Bon, alors c'était naze, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je suis allée, j'ai littéralement perdu mon temps, j'ai passé 5 minutes en tout et pour tout. Il y avait genre, en soi c'est pas mal, tu voyais une collection, en gros c'était Primark qui mettait en avant sa nouvelle collection de jeans, denim, machin. Donc il y avait peut-être 6-7 modèles de jeans, peut-être oui, ouais, c'était ça. Et du coup on devait choisir un jean pour le personnaliser, donc c'était ça qui était dit au début, sauf qu'en termes en qualité de personnalisation c'était des feutres quoi et des pochoirs. Et moi du coup le seul jean qui me plaisait c'était un noir en mom jeans mais gris, un peu vintage. Il l'avait pas dans ma taille et je fais un 38. Il y avait une cabine d'essayage pour un événement où il y a plein d'influenceurs qui sont donc censés essayer plein de jeans. Il y a un miroir pour que tous les influenceurs essayent leur jean face au miroir. Je ne comprends pas. Bref, donc du coup, voilà, donc ils m'ont dit ah mais c'est pas grave, on va te le commander et te l'envoyer. D'accord, donc j'ai fait tout ça de route avec l'essence à 2 € pour prendre pour qu'on voit au final un jean. Ah, bref, c'est pas grave. Allez, ça m'a fait une petite sortie, on va dire ça comme ça. Je vais rentrer chez moi, j'avais envie de faire pipi, j'ai envie de faire pipi. Mais j'avais même pas envie de faire pipi, c'était bondé et tout, genre j'ai pas envie de rentrer dans les toilettes, donc c'est pas grave, hein, je sers mon pipi, on rentre à la maison. Je pense que même rentrer à la maison, il va être l'heure d'aller chercher Baby Cerise, j'aurai à peine le temps de monter. C'est pas grave. Allez, positive attitude. En positive, je vais mettre mon petit podcast pour rentrer et ça sera